Bonjour Aurélie Filippetti, secrétaire nationale du Parti Socialiste, députée de Moselle, et puis on va le dire, membre de l'équipe de François Hollande, donc le candidat socialiste à l'élection présidentielle. Il y a un débat avec Europe Écologie Les Verts et Eva Joly notamment. Est-ce que les négociations avec François Hollande sont définitivement rompues ? Absolument pas, les négociations elles continuent. Il y a eu un petit peu de tension hier à la suite de l'annonce par François Hollande de sa volonté de poursuivre le chantier de Flamanville, de l'EPR de Flamanville, dans les conditions de sécurité requises par l'autorité de sûreté nucléaire. Bon, les Verts considéraient cela comme un point dur des négociations, mais je constate que voilà, aujourd'hui tout est rentré dans l'ordre. C'est-à-dire parce que Eva Joly disait un EPR c'est 60 années d'existence, c'est pas comme ça qu'on va sortir du nucléaire. Oui, mais d'abord François Hollande n'avait jamais dit qu'il voulait sortir du nucléaire. Sa position constante pendant les primaires, c'est de dire je veux passer d'un 78% d'électricité d'origine nucléaire en France à 50%. Mais pour ce faire, on a besoin de fermer des tranches de centrales qui vont arriver en fin de vie pendant les 10 ans qui viennent. Le parc français, il a 25 ans de moyenne d'âge et donc on ne peut pas prolonger des centrales au-delà de 35 ou 40 ans, vraiment maximum. Donc il faudra fermer ces vieilles centrales. Et moi, je préfère vraiment qu'on ferme ces centrales anciennes qui ne correspondent plus aux normes de sécurité actuelles, mais qu'on laisse se terminer le chantier de l'EPR de Flamanville pour assurer l'approvisionnement en électricité dont on a besoin le temps que les énergies renouvelables montent en puissance et qu'on améliore l'efficacité énergétique pour avoir moins besoin aussi d'électricité. On a besoin d'un peu de temps pour ça, parce qu'en plus, le gouvernement actuel a pénalisé le développement des énergies renouvelables. Ils ont fait une politique de stop-and-go fiscale. Nicolas Sarkozy dit que ces énergies renouvelables, de toute façon, ne permettront pas d'assurer l'indépendance énergétique de la France. Qu'il renie totalement les engagements du Grenelle de l'environnement en disant cela. Évidemment, ce sont les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, moins de consommation, qui sont la clé, en fait, d'une diversification de nos modes d'énergie. Oui, mais l'Agence internationale pour l'énergie dit qu'il va y avoir une baisse de 15% de l'énergie, de la part de l'énergie nucléaire dans le monde et que ça va avoir des conséquences pour le climat. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'un EPR à Flamanville pour fermer les centrales anciennes sans compromettre notre approvisionnement en électricité, parce que sinon, on serait peut-être amené à devoir importer de l'électricité produite par des centrales à charbon, par exemple, ou bien du gaz russe. Et ça ne serait pas très bon pour la production de CO2. Donc effectivement, on est dans des nécessités de choisir, et c'est assez fin, assez délicat. Et je pense que la position de François Hollande, elle est très responsable. C'est dans une optique de diversification de notre production énergétique qu'il veut faire cela. Aurélie Filippetti, Henri Proglio, le président d'EDF, dit ce matin dans une interview aux Parisiens, il y a 1 million d'emplois menacés si on pénalise ou si on sort du nucléaire. Je crois que M. Proglio devrait arrêter de s'occuper de politique, il devrait s'occuper d'EDF. Parce qu'on avait atteint l'an dernier un taux de disponibilité de nos centrales nucléaires historiquement bas. On était à 78% de disponibilité des centrales. Donc il faut améliorer actuellement le réseau nucléaire français. Donc il ferait mieux de s'occuper de cela. Ces chiffres sont totalement exubérants, on ne sait pas d'où ils sortent. Et de toute manière, M. Proglio n'a pas à s'immiscer dans le débat présidentiel français. Nous écoutons l'ensemble des experts. Évidemment, on écoute les gens d'EDF, comme on écoute les gens d'Areva, comme on écoute les associations environnementales. François Hollande est très soucieux de cette concertation, mais si on n'a pas d'un côté à se laisser dicter notre politique par les Verts, on n'a pas non plus à se laisser dicter notre politique par EDF. Donc ce million d'emplois perdus, c'est évidemment très excessif. Et en plus, on a besoin de développer des filières de démantèlement des centrales qui arriveront en fin de vie. Donc ça va créer des emplois. Ça va créer aussi du savoir-faire pour l'industrie française. Dans les énergies renouvelables, il y a des gisements énormes d'emplois. En Allemagne, il y a 300 000 emplois dans le domaine des énergies renouvelables. Donc on voit bien qu'il y a des gisements d'emplois verts et pas seulement d'emplois dans l'énergie nucléaire. Aurélie Filippetti, ce matin, François Hollande a traité d'économie. Il a proposé d'encadrer les fonds spéculatifs, des mesures contre les paradis fiscaux notamment. Alors il y a ce plan de rigueur donc, qui a été expliqué notamment par François Fillon. Une augmentation notamment de la TVA sur les produits culturels. C'est un sujet que vous connaissez bien au Parti Socialiste. C'est normal de passer à un taux de 7% pour les produits culturels plutôt que 5,5% actuellement? C'est vraiment dramatique, notamment dans le domaine du livre. On sait qu'aujourd'hui, le secteur du livre, il est fragilisé parce qu'on a le passage au livre numérique. Alors, on est en train de se battre d'un côté pour qu'il y ait un prix unique du livre, y compris dans le domaine du numérique.
On a voté à l'Assemblée nationale une TVA réduite sur le livre numérique qu'il faut aller défendre auprès de la Commission européenne. Ce n'est pas encore gagné. Comment est-ce qu'on peut montrer une cohérence avec une annonce qui vise à relever la TVA à taux réduit sur les livres aussi? Moi, je pense que si ce gouvernement avait voulu défendre la culture en France, il aurait dû exempter le secteur culturel de cette hausse de la TVA, comme il l'a fait pour les produits de première nécessité ou les services aux personnes handicapées. Le secteur culturel, c'est un des piliers non seulement de notre identité, mais aussi de notre activité économique. C'est un secteur fragile et aussi bien le livre que aussi le cinéma, il a besoin d'avoir une politique de soutien très spécifique. Donc, il est urgent de revenir sur cette hausse de la TVA dans le livre et dans le secteur culturel en général. Il y a une grande tension déjà qui laisse préjuger d'une campagne qui va être très offensive. Hier, il y a eu cet incident à l'Assemblée nationale avec François Baroin, le ministre de l'économie, qui a accusé les socialistes de s'être, entre guillemets, emparés du pouvoir par effraction en 1997. Ça a suscité un incident de séance. Il a refusé aujourd'hui de s'excuser et Jean-François Copé a dit finalement ce qu'a dit François Baroin n'était pas si inexact que ça. Et il vous a accusé d'avoir la peau un peu trop sensible alors que, dit-il, vous insultez souvent l'UMP. Mais là, ce n'était pas la gauche finalement qui était visée par cette attaque, c'était l'ensemble du peuple français. Le fonctionnement de la démocratie, c'est quoi? On n'entre pas à l'Assemblée nationale par effraction, on y entre par la volonté du peuple, comme disait Mirabeau. Et donc, on est tous ici à l'Assemblée nationale les représentants de cette volonté populaire. Quand François Baroin dit entrer par effraction, ça veut dire quoi? C'est une violation de domicile. Comme si finalement la droite de toute éternité et ad vitam aeternam était la seule légitime pour exercer le pouvoir en France. C'est une conception extrêmement restreinte, voire sectaire, de la démocratie. Et Xavier Bertrand tout à l'heure a dit que François Hollande avait perdu en crédibilité lors du G20. Finalement, il l'a accusé de ne pas avoir été assez présent dans le débat. Je crois que François Hollande n'est pas encore aujourd'hui président de la République, donc il ne pouvait pas être présent par définition dans les débats du G20. J'espère qu'il sera présent dans les débats des autres G20 à partir de mai 2012, mais on ne peut pas lui faire ce reproche aujourd'hui. Il a fait un certain nombre d'analyses, il a répondu immédiatement après les diverses interventions du président de la République. Et donc encore ce matin, à Paris, il a organisé un colloque avec de grands économistes pour faire ses propositions sur la crise financière. Est-ce qu'Aurélie Filippetti, la démission de Berlusconi en Italie, c'est signe de quelque chose en France par rapport à Nicolas Sarkozy ou pas du tout? Non, pour moi, ce qui est dommage, c'est évidemment Berlusconi, c'est tout ce qu'on déteste en politique. Et en même temps, c'est dommage qu'il démissionne à la suite finalement d'une pression des marchés financiers et non pas sous l'effet d'un mouvement politique dans son pays. C'est là encore, on a l'impression une sorte d'ingérence des marchés financiers dans la vie démocratique. Et donc, même si évidemment j'ai toujours combattu Silvio Berlusconi, je trouve ça un peu étrange. Et ça prouve bien qu'il y a la nécessité d'avoir une vraie coordination politique en Europe. Parce qu'aujourd'hui, le grand échec de Nicolas Sarkozy, c'est quoi? C'est que finalement, la France, non seulement a cessé de défendre une vraie vision d'une Europe politique et non plus simplement d'une discussion entre chefs d'État, mais a abandonné aussi les positions françaises, par exemple sur les euro-obligations. Merci. Voilà, c'est l'Allemagne qui a emporté le morceau. Merci. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.